Bonjour et bienvenue à Investir Day où j'ai le plaisir d'accueillir David Ménécès. Bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes le vice-président développement durable d'un grand groupe qu'on connaît très bien quand on est actionnaire et quand on suit un petit peu la bourse, qui s'appelle Air Liquide. Alors Air Liquide, c'est du gaz, on sait à peu près ce que vous faites. Par contre, on a du mal à voir en quoi cette dimension développement durable devient primordiale pour le groupe. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement être vice-président développement durable aujourd'hui chez Air Liquide ? Alors, être vice-président développement durable chez Air Liquide, c'est avant tout être dans l'action. Moi, ça fait 23 ans que je suis dans le groupe. J'ai commencé dans la R&D. Ensuite, j'ai voulu voir des clients, donc je suis allé faire de la vente, du marketing. Et puis, je suis parti pendant 10 ans à l'étranger, en particulier pour diriger quelques filiales du groupe Air Liquide. Et fort de cette expérience opérationnelle, le groupe m'a confié il y a 2 ans la mission de direction du développement durable, avec pour objectif de construire et de déployer les objectifs climat du groupe. Et donc, comme je l'aurais fait dans des opérations, j'ai monté une équipe projet, riche des expertises que l'on a dans ce groupe, et ensemble, on a bâti des objectifs qui sont opérationnels et ambitieux. C'est quoi ces objectifs, rapidement ? Oui, bien sûr. Alors, les objectifs, en fait, d'Air Liquide se formulent autour d'une approche globale qu'on a nommée ACE. Donc ACE comme au tennis. A comme actif. L'idée dans les actifs, c'est vraiment d'être un acteur responsable et d'agir sur nos émissions de CO2. Et ça, on l'a concrétisé sous la forme d'un objectif quantitatif qui est de réduire notre intensité carbone de 30% entre 2015 et 2025. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va acheter plus d'électricité renouvelable. On va augmenter nos achats d'électricité renouvelable de 70% en 10 ans. On va également agir sur l'efficacité de nos unités de production. On veut continuer à améliorer cette efficacité, même si ça fait partie de notre modèle d'affaires, d'être le plus efficace possible pour que les clients viennent vers nous pour produire leur gaz. Et puis, on va aussi veiller à verdir, entre guillemets, notre flotte de camions en essayant de sortir le plus possible du diesel. Et là, on a pris aussi un objectif de convertir 20% de notre flotte de camions vers des fuels alternatifs comme le gaz naturel, le biométhane et éventuellement l'hydrogène. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie actif. Voilà, la partie A. La partie C, client. Avec nos clients, ce qu'on veut, c'est vraiment proposer à nos clients des solutions bas carbone pour leur permettre de réduire leurs émissions de CO2. Un exemple, dans l'acier, on fournit déjà à de nombreux clients de l'acier de l'oxygène pur qui permet à ces clients, dans leur haut fourneau, de consommer moins d'énergie et d'utiliser moins de charbon que s'ils faisaient de la combustion avec de l'air. Tout simple. D'accord ? Oui, sauf que l'air, c'est gratuit. L'air, c'est gratuit, mais énergétiquement, il s'y retrouve. Donc économiquement, il s'y retrouve, et d'un point de vue environnemental également. Donc c'est vraiment le double avantage de l'oxygène. Et puis, dans cette volonté d'aider nos clients, on veut vraiment travailler à co-développer avec ces clients des nouvelles solutions qui permettent d'aller encore plus loin. Alors, je vais reprendre l'exemple de l'acier. On a annoncé il y a quelques semaines, par exemple, avec ThyssenKrupp, un partenariat pour aller injecter maintenant de l'hydrogène dans les hauts fourneaux. On utilise toutes nos petites molécules essentielles. Et donc cet hydrogène, il va permettre de réduire encore la quantité de charbon qui est utilisée dans les hauts fourneaux. Donc déjà l'oxygène, ça permet de gagner 15 à 20% par rapport à l'air. Injecter de l'hydrogène, on gagne encore une quinzaine de pourcents en termes d'émissions de CO2 pour le client. Et puis ce qu'on veut avec ces clients aussi, si on ne peut pas les aider à limiter leurs émissions de CO2, c'est éventuellement capturer le CO2 qui sort des usines pour éviter qu'il parte dans l'atmosphère. Et donc, on a des solutions de capture de CO2. On a déjà des unités qui fonctionnent. Par exemple, en Normandie, on a une unité de capture de CO2 qui nous permet d'empêcher ce CO2 de partir à l'atmosphère. Et ce CO2, on va l'utiliser pour d'autres clients qui ont des applications dans le domaine du CO2. D'accord. Donc, par exemple, des bulles dans l'eau gazeuse, la préservation des aliments, mais également pour faire croître de manière plus rapide des végétaux dans des serres. Donc voilà, il y a plusieurs usages du CO2. Et quand on ne peut pas utiliser ce CO2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le séquestrer. Et donc là aussi, il y a quelques semaines, on a annoncé un partenariat avec Equinor. On va aller capturer du CO2 sur des sites industriels en Europe du Nord, en Belgique, en Hollande. Et ensuite, on va transporter ce CO2 en mer du Nord et aller l'enfouir dans l'océan. Là où il y avait du gaz naturel ou du pétrole, on va pouvoir aller enfouir ce CO2. Et ce CO2 restera piégé pour l'éternité. On est d'accord que c'est un coût pour vous, ça. Qu'est-ce que vous en retirez ? Alors, à part dire je suis une entreprise verte et socialement responsable.
Alors pour nous, c'est des opportunités de business additionnelles. Donc bien entendu, on a un sentiment d'agir de manière responsable, mais c'est aussi des opportunités de business. On estime que des réglementations vont apparaître pour réduire les émissions de CO2, alors soit sous forme de loi, soit sous forme de taxes, etc. Et à un moment, ça deviendra intéressant pour nos clients d'aller capturer ce CO2 plutôt que de le laisser partir à l'atmosphère. Pour l'instant, c'est pas encore forcément intégré dans leur modèle économique à eux. Absolument, absolument. Aujourd'hui, on en est à la phase de pilote. Donc c'est pour ça que sur cet objectif C client, on n'a pas pris d'objectif quantitatif parce que tout va dépendre de la vitesse à laquelle nos clients sont prêts à décarboner et la vitesse à laquelle éventuellement les réglementations sont mises vont les en obliger place. à décarboner. Voilà, exactement. Bon, allez, on termine avec le E. Voilà, alors avec le E d'écosystème, là on veut vraiment développer des nouveaux marchés, mais on veut que ces marchés soient nous apportent une croissance responsable. Alors, on a plusieurs exemples dans ce domaine. Le premier, c'est dans le domaine du biométhane, des biocarburants. D'accord ? Donc, on prend des déchets qui sont agricoles ou ménagers, et ces déchets, quand ils se décomposent, ils fermentent et ils dégagent un gaz qu'on appelle biogaz. Et donc, l'idée, c'est de purifier ce biogaz, d'en faire du biométhane, qui a à peu près les mêmes propriétés que le gaz naturel, sauf qu'il n'a pas d'empreinte carbone. Donc on a réussi à décarboner finalement le gaz naturel et à en faire le même usage que le gaz naturel. Donc on va pouvoir le transporter dans les canalisations pour venir chauffer vos aliments. Vous en avez parlé à Engie ou pas? Parce que oui, bien sûr. Ils en font aussi. Hein. Oui, ils en font aussi, exactement. Non, mais je pense qu'il y a de la place pour beaucoup d'acteurs dans ce domaine. On a, je dirais, la particularité de chez Air Liquide de vraiment traiter l'ensemble de la chaîne. On vient capturer ces biogaz, on les purifie, on les stocke et on est capable de les transporter et les distribuer, soit dans des réseaux de gaz naturel, soit dans des stations de gaz naturel pour des camions, des bus, etc. Donc aujourd'hui en Europe, on a 70 stations Air Liquide de biométhane et ça représente un chiffre d'affaires pour le groupe de 100 millions d'euros, alors qu'en 2014, on faisait zéro chiffre d'affaires sur le biométhane. Donc en 4 ans, 100 millions d'euros et pour les 6 ans à venir, on prévoit de multiplier par 6 la capacité de production de biométhane. Donc à la fois vous donnez du sens, vous agissez écologiquement, mais ça vous rapporte quand même de l'argent aujourd'hui. Absolument. Et à terme, c'est quoi l'objectif final? C'est zéro carbone? Alors, est-ce qu'on peut imaginer ça? C'est en tout cas ce qui est nécessaire pour obtenir une trajectoire 2 degrés ou inférieure à 2 degrés en termes d'augmentation des températures. Il faut qu'on atteigne une neutralité carbone. Maintenant, ce qui reste à définir, c'est à quelle échelle on va pouvoir obtenir cette neutralité carbone. Nous, Air Liquide, on a un modèle d'affaires qui fait que souvent nos clients viennent vers nous pour produire leurs besoins en gaz. Et donc, on a aussi un transfert d'émissions des clients vers nous. Donc, on nous dit, mais pourquoi vos émissions augmentent? Elles augmentent, mais elles permettent aux clients de baisser les siennes. Et ce qui est important, c'est pas Air Liquide ou le client, c'est la somme des deux. Et puis, c'est ce que vous faites, vous, de ce que vous récupérez aussi. Exactement. Et donc, ce qu'on veut, c'est vraiment que la somme des deux, l'ensemble de la chaîne de valeur, on ait une baisse de ces émissions de CO2 pour à un moment pouvoir atteindre la neutralité carbone. Un autre exemple dans ce domaine, c'est l'hydrogène. On entend beaucoup parler d'hydrogène chez Air Liquide. Ça fait, même pas que chez vous. Mais on a été, je pense, dans les premiers quand même à lancer cette activité hydrogène. Ça fait quand même maintenant une vingtaine d'années. À l'époque, on était un peu plus seuls. Ce qu'on a fait il y a 2 ans, c'est qu'avec Toyota, on a fondé le Conseil de l'hydrogène. Et on est maintenant 60 membres de ce conseil. Vous parlez d'Engie. Engie est aussi membre de ce conseil de l'hydrogène. L'idée, c'est vraiment de promouvoir ensemble une économie autour de l'hydrogène et de démontrer que l'hydrogène est une partie de la solution pour atteindre cette neutralité carbone. Ce conseil de l'hydrogène a estimé que d'ici à 2050, l'économie hydrogène représenterait 2500 milliards d'euros de business. D'accord ? 30 millions d'emplois et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20-25%. Pourquoi on a attendu aussi longtemps ? Vous dites, ça fait 20 ans qu'on fait de l'hydrogène. Pourquoi il a fallu les lobbies, je sais pas. Enfin, c'est toujours pareil. On en revient. C'est les solutions, on les a en fait. Exactement. Les solutions techniques existent. La barrière, elle est avant tout économique et elle est réglementaire. Il faut un incentive. Je ne vais pas vous cacher qu'aujourd'hui, pour avoir de l'hydrogène décarboné, ça coûte plus cher que d'acheter de l'essence. Oui, c'est ça. C'est quand il y a toujours la partie. Voilà. Et donc, on a besoin de tout le monde. On a besoin des pouvoirs publics. On a aussi besoin des investisseurs et des actionnaires. Et nous, alors, qu'est-ce que vous avez justement? Ils sont là. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Bonjour. Ce qu'on veut leur dire à ces investisseurs et actionnaires, c'est que chez nous, on recherche du sens autour des activités que l'on fait. Ce qu'on veut, c'est vraiment démontrer qu'on fait partie de la solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la planète.
que, encore une fois, les solutions existent, les solutions technologiques, elles existent. On a besoin juste de gens qui croient aussi dans cette démarche, qui voient les efforts qui ont déjà été faits par le groupe. C'est plusieurs centaines de millions d'euros qu'on a déjà investis dans le domaine de l'hydrogène et des biocarburants, et qu'ensemble, on va vraiment réussir à décarboner cette planète. Très bien, le mot est passé. Merci beaucoup. Merci à vous.